Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time, on est jeudi, il est 11h du matin, comme tous les jeudis, à la même heure, on se retrouve en direct pour cette émission consacrée aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de production et au Web TV. On est ensemble pour une demi-heure avec vos questions et vos tweets. Broadcast Time, vous allez le voir dans un instant, voilà, c'est en bas de l'écran, un seul T à Broadcast Time pour nous faire passer toutes vos questions sur un sujet d'actualité pour moi et je sais que ça va faire sourire Fabrice. Dans un instant je vous présenterai Léopold, mais Fabrice, sujet d'actualité parce que voilà, j'ai eu des soucis très récemment au NAB et ça nous a donné l'occasion de ce sujet consacré à la protection des rushs, à la sauvegarde des données, un sujet capital. Et je me moque pas quand je souris, je souris parce que ça arrive pas qu'à toi, ça arrive à de nombreuses personnes de devoir perdre des images ou de rater une opportunité d'avoir des images. Quand on dit rater une opportunité, c'est que des fois on va filmer et on va trop vite ou on essaye de sauvegarder des choses correctement, on se plante et là, pas de bol, on perd les images. Donc ça arrive, pas qu'à toi. Je souris parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Je connais quelqu'un de très proche qui a perdu également l'ensemble des enregistrements. Donc on va essayer de voir comment on peut limiter la casse. Voilà, on va voir ça ensemble, Fabrice. Et puis aujourd'hui, on est trois dans l'émission et on accueille un invité. Alors, je vais parler à la fois en français et en anglais. M'en voulez pas, Fabrice, tu vas peut-être pouvoir t'entraîner aussi. On va accueillir Léopold Hirsch, qui est un spécialiste mondial de la récupération de données sur carte mémoire endommagée. Alors, on va jongler entre l'anglais et le français. Hello, Léopold, and very happy to have you on the show. On est très heureux de vous avoir avec nous, Léopold. Est-ce que vous pouvez, Léopold, nous expliquer en 30 secondes, on y reviendra après, quelle est votre spécialité? There are some on the market, some electronic memory devices. The most important is the SD card, and inside the SD card there is a controller and memory chips. Here, for example, are two inside normally. We cannot see them. We cannot see them, Leopold. Higher. Yes. Yes. Yeah. Here's the printed circuit board, the controller, and two memory chips. And sometimes, due to production problems, the controller doesn't work anymore. And then you are not able to take the data out of the memory card. And then there's no chance to get the data back with software programs because there's a physical damage of the controller. In that case, somebody must remove the memory chips from the printed circuit board and read out the data from here, from the pins. But that is not all. That is only the raw data. The raw data, you must, from the raw data, you must make readable data. And that is a big problem because all controllers are working different. You must figure out the way the controller is working. Léopold, vous êtes l'un des spécialistes mondiaux de la récupération de données sur carte mémoire. Vous allez nous expliquer tout à l'heure comment vous faites et voilà, dans quel cas on peut y arriver, combien ça coûte, etc. On va avoir le temps d'en parler dans la deuxième partie de l'émission. Voilà Fabrice, donc c'est un vrai spécialiste qu'on a avec nous aujourd'hui, ça va être très intéressant, mais on va garder Léopold pour la dernière partie de l'émission parce que, n'est-ce pas, il y a plein de conseils qu'on peut donner à ceux qui nous regardent pour ne pas avoir besoin des services de Léopold. C'est pas qu'on veut lui enlever du business, mais ça nous arrange de ne pas avoir à passer par lui. Alors, si on peut éviter, ouais, c'est mieux parce qu'on va perdre du temps quand même. Absolument. Alors tu sais quoi, on marque une courte
courte pause et puis on rentre vraiment dans le vif de l'émission. À tout de suite. Voilà, Broadcast Time spécial sauvegarde des rushs, récupération des données, c'est aujourd'hui avec Léopold, notre invité, avec Fabrice évidemment, et avec vos questions et vos tweets aussi, via Twitter, le hashtag Broadcast Time qui est à votre disposition. Alors Fabrice, on va commencer par le commencement, on va faire simple. Le commencement, c'est évidemment le tournage, et on a vu une carte mémoire dans les mains de Léopold à l'instant. La plupart des caméras, on va dire, fonctionnent à base de cartes mémoire. À base, évidemment, on prend un risque en enregistrant que sur un seul support, on est bien d'accord. Bah, de toute façon, du moment que tu enregistres sur un seul support, le moindre problème qui va arriver lors de l'enregistrement ou lors de la manipulation du support, c'est potentiellement une perte de données. Donc effectivement, c'est devenu classique d'enregistrer sur au minimum 2 supports. C'est une base maintenant. Tu as l'enregistrement natif sur l'appareil lui-même. Donc les caméras qui sont dotées d'une solution d'enregistrement, on va en profiter. L'enregistrement dans la qualité dans laquelle tu veux faire ton tournage. Donc aujourd'hui, beaucoup de tournages sont faits en ProRes pour des solutions quand tu fais du montage sur Final Cut, d'autres formats quand tu utilises d'autres logiciels de montage. Et effectivement, on va essayer de trouver une astuce pour avoir la sauvegarde supplémentaire, le petit backup. En plateau, tu as ton record pour l'enregistrement avec l'HyperDeck Blackmagic. On a une solution software derrière avec le Wirecast. C'est le minimum. Voilà. Après, on va essayer de voir si concrètement, il y a des appareils qui peuvent faire des doubles enregistrements, si on peut avoir un deuxième appareil dans la chaîne, en sachant qu'il faut quand même vérifier que sa chaîne soit pas tenue par le premier enregistrement. Voilà. Ce qui peut arriver, parce que ça, enregistrer sur un appareil qui fait en loop fou, c'est-à-dire qu'on passe dans le premier et on enregistre dans le deuxième, si le premier tombe en panne, on n'a plus d'image. Exactement. Alors, on va rester, Fabrice, dans les conditions d'un tournage extérieur. Hein. On a évidemment on reparlera d'une configuration studio, évidemment, mais là, on est vraiment dans une optique de tournage extérieur avec des images qu'on ne pourra pas faire 2 fois. Donc, enregistrer sur un seul support, et notamment sur les cartes SD, c'est clairement pas suffisant, d'autant qu'aujourd'hui il y a finalement pas mal de solutions qui existent. Alors on va les prendre, on va presque les prendre par de prix. Il y a une solution qui est pas très chère aujourd'hui, que propose Blackmagic. Oui, alors c'est l'HyperDeck, le shuttle, ce qui permet effectivement c'est 300 € à peu près de mémoire. On met un disque dur SSD, on enregistre. Son inconvénient, c'est que on enregistre que dans des formats assez haute qualité, ce qui fait que ton disque dur va vite être plein. Donc si tu veux vraiment faire une sauvegarde, ça devient peut-être compromettant si tu fais des gros tournages. Si tu fais des petits tournages de petites interviews, c'est pratique. Il y a un système de plateforme pour l'accrocher à la caméra. Ça fait un disque dur sauvegarde très pratique, de ce côté-là en tout cas. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, on n'a pas accès au ProRes LT, par exemple. Hein, non, voilà, ils n'ont pas mis le ProRes LT. Ouais. Ce qu'on aimerait bien, parce que du coup, ça serait vraiment... oui, ça serait bien. Mais là, on fait que du vrai ProRes, et du coup, la durée de ton disque dur en 120 Go ou 240 Go, t'as pas énormément de temps d'image. Alors, pratique pour faire des interviews. Hein. Si on prend l'exemple du NAB Las Vegas que tu faisais, ça aurait largement pu suffire pour te faire un disque dur derrière exploitable tout de suite. Ouais, mais pour le coup, il faut un paquet de SSD, vu qu'on compresse pas on compresse Exactement, très peu le ProRes. Donc il y a d'autres solutions alors qui sont plus séduisantes, notamment parce que il y a un écran et puis il y a plein d'autres choses qui vont avec. Alors je pense évidemment aux enregistreurs de chez Atomos, le concurrent de Blackmagic. Et là, le choix a encore augmenté avec le NAB. Hein. Bah oui, parce que là, ils ont augmenté la gamme de produits qui peut servir dans différentes fonctions. C'est-à-dire qu'il y a eu la mode des drones, et ils ont sorti maintenant des produits qui vont être adaptés. Donc, ils ont élargi d'ultra léger avec pas d'écran pour la visu, et du produit ultra haut de gamme avec du 4K. Donc ça va nous permettre d'avoir une gamme très large. En termes de tarifs, on monte tranquillement un tarif élevé, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Alors, on va prendre dans l'ordre, on a dit, hein, tu m'écoutes pas, hein, Fabrice, attention, ça va être la fessée. Hein. On commence par Alors, j'avais dit qu'on les prenait dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, on a dit qu'on commençait par le Ninja Blade. On va rappeler, le Ninja Blade, c'est un enregistreur avec un écran, on vient de le voir. Avec des entrées HDMI, hein, c'est sa caractéristique, on va dire. C'est ça, ouais.
Voilà. Petit écran de visu qui te permet de faire un contrôle de l'image en HDMI pour l'entrée de l'image et donc du coup un record pratique. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'intérêt de ces recorders externes, c'est que donc, là par exemple, ils se branchent. Là en l'occurrence, c'est un Samurai, donc il se branche en SDI. Mais qu'on soit branché en HDMI ou en SDI, à partir du moment où on a une sortie propre, on enregistre un flux qui n'est pas compressé. En tout cas, on a une source d'image qui n'est pas compressée. Et on a un vrai enregistreur externe qui vient s'ajouter à l'enregistreur dans la caméra qu'on utilise de toute façon. C'est ça l'idée, hein. Oui, puis en sachant que ça te permet de faire, quand on dit portable, c'est vraiment portable. C'est-à-dire que tu le mets sur ta caméra, tu le mets au pied de ta régie, tu le mets au pied de n'importe quel diffuseur, tu as un enregistreur portable. Ouais. Et c'est de ce côté-là, le petit joujou qui est vraiment pratique pour ça. Hein. Tes images, elles sont dans le boîtier, terminées. Hein. Voilà, donc en plus, c'est vrai que le Blade, la gamme Blade a introduit des écrans en plus qui sont OLED, si je ne me trompe pas, donc ils sont de très très belle qualité. On a un niveau de résolution qui est équivalent à du Retina, donc c'est vraiment des super produits. Il faut compter quoi ? Il faut compter 800 € hors taxe, c'est ça je crois pour un Ninja Blade, approximativement ? Approximativement, on doit être dans les $900 à $1,300 suivant le format. Ouais. 900 €, c'est ça, de 1000 €. 1000 €. Et tu le disais, Fabrice, au NAB, Atomos a annoncé 2 nouveaux enregistreurs. Alors il y a le haut de gamme, là on peut carrément enregistrer en 4K. Hein. Ouais, ce qu'ils appellent le cinéma DNG, hein, c'est le Shogun, ce qui sont dans la série des Warriors japonais. Hein. Donc là, c'est HDMI ou HDSDI. Donc ça tombe bien. La définition, on est en très haut, hein, 1920 par 1200 pour le moniteur. Il est ce qu'ils appellent le all-in-one 4K, c'est-à-dire qu'il fait tout. Hein. Il enregistre, il lit, ça te fait donc un player aussi 4K. Faut pas oublier que ça sera intéressant après pour faire d'autres choses. Donc c'est un multifonction. Et là, du coup, on est dans... Là, il va falloir trouver des produits équivalents. On en avait parlé déjà de certains. On est dans du beau, hein. C'est du beau produit. Ouais, on est à 3000 $, je crois. Hein. Sorti en septembre, donc il a été préannoncé avec 6 mois d'avance. Mais c'est parce que Sony y tenait beaucoup pour faire la promo de son Alpha 7S qui a aussi été annoncé au NAB. Alors, j'ai dit qu'on allait croissant en ordre de prix. On peut pas aller plus haut que les 3000 $ du Shogun. En revanche, il y a un autre produit chez Atomos qui est là nettement moins cher, qui sort le mois prochain. Et c'est le Ninja Star. Alors, c'est le Ninja qu'on a vu tout à l'heure, mais sans l'écran, en fait. Hein. Voilà, et là, tu vois, j'avais commencé un peu par celui-là parce qu'effectivement, il est à $295. Donc, on est à un tarif, on revient dans la gamme du Blackmagic. Et sur carte compact flash. Voilà, là par contre, ça va être la question, c'est maintenant, est-ce que ces cartes vont réagir aussi bien que les disques SSD? C'est ce qu'on se dit, hein, parce que là, ils ont tapé fort, parce qu'ils se disent que c'est plus facile d'acheter une carte compact flash qu'un disque SSD. Et surtout, c'est qu'après, ta carte compact flash, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de la lire qu'un disque dur SSD. Eh oui. Bon voilà, vous avez compris, un premier conseil, au moment du tournage, il faut absolument avoir 2 enregistreurs séparés, la carte SD ou la P2, très bien, mais prévoyez obligatoirement un enregistreur externe type Ninja, Samurai, et puis Fabrice, tu veux dire autre chose ? Surtout, c'est ayez assez de cartes SD pour faire les tournages. Voilà. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous tournez avec 2 caméras, vous n'avez pas 2 cartes SSD, vous en avez 4. Si vous tournez avec une caméra, vous avez au moins 2 cartes, et avoir plus de cartes, ça sert toujours à un moment ou à un autre. Voilà. Donc voilà, avoir une dizaine de cartes dans sa poche, ça peut toujours servir. Exactement, et je vais vous raconter pourquoi dans une seconde. Voilà, donc oui, il faut avoir un stock de cartes mémoire suffisant. Regardez, moi j'ai une pochette pleine de cartes mémoire, j'en ai dans tous les sens, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Bon, j'ai fait la bêtise de ne pas m'en servir de manière suffisamment intelligente. J'ai réécrit par-dessus les cartes mémoire qui m'avaient servi la veille. Je n'aurais pas dû parce que j'ai perdu le transfert de ces images sur un disque dur. Et donc, le premier conseil qu'on peut donner après le tournage, c'est surtout conserver toutes les images sur les cartes mémoire d'origine. Premier conseil. Bah oui, tant que t'es pas rentré à la maison avec tes cartes, tu te dis, au pire des cas, si j'ai fait une bêtise lors du traitement, du montage ou autre, j'ai mon rush.
J'ai la carte SD, je peux la lire sur n'importe quel ordinateur, je peux la lire chez un copain, je peux me dépanner. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose dans le trajet, c'est quand même tout petit, voilà, je l'ai dans la poche. Et une fois qu'on a fini sa production, et ben là, on va faire up, erase sur l'ensemble, on va formater tout le monde et on repart avec des cartes neuves. Mais tant qu'on n'a pas fini la production, on les garde. Et on les garde avec soi, comme ça, si jamais il y a le moins de problèmes avec le disque dur sur lequel on a copié ces images, on peut toujours revenir aux images d'origine. Alors il y a une autre solution pour ceux qui n'ont pas été suffisamment sages et qui n'ont pas fait de deuxième enregistrement au moment du tournage, en fait, le deuxième conseil, c'est de vider le plus vite possible, ou en tout cas de faire une copie le plus vite possible des images qui sont sur un seul support, si jamais c'est le cas. Et il y a une solution pas inintéressante, c'est ce qu'on appelle les videurs de carte mémoire, Fabrice. Oui, alors ça, du coup, c'est ta spécialité parce que moi, je ne l'utilise pas, je l'avoue. On n'en a pas parce qu'on a des réflexes autres, mais c'est vrai que c'est un produit qui est très pratique de ce côté-là. C'est que on a les cartes, hop, ça va les stocker automatiquement quelque part et on sait que là, du coup, on a une copie de stockage de tes images. Voilà, donc concrètement, hein, c'est un petit boîtier, on met sa carte d'un côté, et puis il y a un support de stockage à l'intérieur. Alors là, vous voyez, on est sur Amazon avec un Tera intégré, on est à 400 €. Voilà, je crois qu'on copie l'équivalent de... je vais dire une bêtise, 1 giga en 7 minutes, si je me... Non, 1 Tera... je ne sais plus. Enfin bon, ça va assez vite. J'ai une absence. Je ne sais plus dans quelle unité de mesure j'ai vu les chiffres, mais en tout cas, ça va assez vite. Voilà, il y a donc ces videurs de carte mémoire, comme on dit, qui peuvent aussi rendre des services. L'idée, c'est qu'il faut très vite en fait démultiplier les supports pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui survive. De toute façon, c'est d'entrée de jeu, tu as ta copie d'origine de tes fichiers et après tu as une copie de sauvegarde. Alors il en faut au moins une, tout simplement parce que tout peut arriver et au moins tu es tranquille. Il y a au moins une sauvegarde quelque part. Voilà, alors on en est là. Mais il peut encore se passer des choses horribles et ça je vais vous le raconter dans quelques instants. On va rejoindre évidemment Léopold dans une seconde qui nous attend toujours du côté de Dresde pour nous expliquer quelle est sa spécialité et quels sont les miracles qu'il arrive à faire avec nos cartes mémoire. À tout de suite. Voilà, Broadcast Time spécial sauvegarde des rushs et récupération des données. Aïe aïe, quand ça arrive, et oui, ça arrive, même au meilleur, comme on dit, Fabrice. Voilà, donc on a tourné sur plusieurs supports, on a fait une copie le plus vite possible et on a évité de réécrire sur les cartes mémoire. Il peut toujours arriver qu'on ait un problème de support de stockage. Alors, il y a deux problèmes qui peuvent arriver. Un, on efface ces données. Pour ça, il y a des logiciels qui sont pas mal. Alors, nous, on est un peu spécialisé Mac, donc on ne pourra pas trop vous parler de l'univers PC, mais il y a un logiciel notamment qui s'appelle Data Rescue, qui est édité par un éditeur français qui s'appelle Trièdre. Et alors, en l'occurrence, de retour du NAV, c'est le logiciel que j'ai utilisé. Alors, il n'a pas pu faire de miracle parce que je suis quand même allé jusqu'à formater mon disque, ce qui est bien au-delà du simple effacement de fichiers. J'ai quand même récupéré, on va dire, 5% de mes images, ce qui est pas mal, avec Data Rescue, donc que vous pouvez vous procurer pour 99 €. Si vous avez un problème physique sur votre disque dur, il y a un autre logiciel sur Mac qui s'appelle DiskWarrior, que tu as peut-être déjà utilisé. Oui, ça a servi. Ouais. Voilà, DiskWarrior est plutôt là pour essayer de réparer, on va dire, les arborescences de structure sur votre disque dur. Donc il fait pas la même chose que Data Rescue, qui va plus aller chercher les fichiers, mais voilà, vous avez deux logiciels qui peuvent vous sauver la vie. Maintenant, moi j'ai quand même un conseil vraiment hyper important à vous donner. Quand vous avez deux disques durs et que vous devez en formater un, prenez soin surtout de débrancher tout sauf le disque dur que vous voulez formater. Et ne croyez pas qu'un disque dur branché en FireWire, par exemple, n'est pas un disque dur, comme c'est ce qui a pu m'arriver à Las Vegas. Un disque dur branché en FireWire est bien un disque dur. Et si vous faites comme moi, eh bien vous effacerez toutes vos images du NAB 2014.
C'est vous dire pourquoi on est un petit peu en retard sur l'émission spéciale qu'on avait prévue pour la semaine dernière, mais grâce à, on va dire, à ces logiciels de récupération de données, aux cartes mémoire que je n'avais pas effacées et à l'amitié de quelques amis dans le métier, on vous proposera dans quelques heures cette émission spéciale qu'on a quand même réussi à sauver, Fabrice, et c'est assez génial. Voilà, bon, je crois qu'on est arrivé à peu près au bout de ce qu'on pouvait dire nous. On va maintenant rejoindre, comme prévu, Léopold, du côté de Dresde en Allemagne. Léopold, pour que vous nous expliquiez. Alors, d'abord, peut-être qu'on va juste revenir sur un point, c'est la fragilité des cartes mémoire, et notamment des cartes SD. Léopold, can you tell us? Yes. We have about 6 minutes, so we need you to be concise. Can you tell us about the fragility of the SD cards and memory cards in general? Okay. Let me check. Fragility. Alors, si Léopold se met à faire des recherches sur Google, là, on est mal barré. Hein. Non, je pense que c'est le mot qu'il a du mal à. Faut rappeler qu'il n'est pas anglais, okay. hein, donc. The problem is there are thousands of electronic components inside. And sometimes one electronic component will not work anymore. That happens also with with your hard disk drive. Yeah, but in that case, if it happens on a SD card, you cannot pull out the data anymore. Okay, in the internet, there are several programs for rescuing data, but they only work if you have a problem, a software problem, but not if you have a physical problem. In that case, you must pull out the memory chips. But it does not work every time, because sometimes the memory chip and the controller is enclosed in thermoset material, and then you can also do nothing. Léopold, je vais vous raconter une histoire. La carte mémoire que vous voyez là, c'est un très gros plan, hein, fait au microscope. Cette carte mémoire, eh bien, c'est en fait ma carte mémoire. Alors, j'ai eu 2 gros incidents, on va dire, ces 10 dernières années, assez rapprochés, je dois le dire, mais quand même, j'espère que c'est un hasard. Cette carte mémoire, c'était en septembre, après l'IFA et l'IBC, une carte de 64 Go pleine de rush qui ne répondait plus. C'est comme ça que j'ai connu Léopold. Je lui ai envoyé en espérant qu'il pourrait la récupérer, et c'est l'un des cas où il ne peut pas la récupérer. Pourquoi? Yes, here I have a micro SD card, and there is also inside a controller and a memory chip. They are enclosed here. You cannot pull out the memory chip and read out the data. But on the back side, there is a copper layer with copper traces. And when you know where the electronic signals flow, you can put out the signals from the copper layer. But the critical thing is there are hundreds of copper layers, and to figure out which signal came from which trace, that is very difficult. You need one functional card and the defective card, and then you can try to figure out where the signals come. Sometimes and often you can reach the memory chip inside because there's a defect bonding.
to the memory chip inside. And then you don't have any chance to get out the data from inside the memory chip. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Vous voyez, alors on le voit pas forcément très bien sur l'image, mais il y a des flèches en rouge et notamment il y a une micro-fissure que Léopold a détectée dans la carte. Et à partir du moment où la carte est fissurée, eh bien on peut vraiment rien faire. Mais ça, seul l'examen au microscope peut l'apprendre. Une dernière question, Léopold. Combien ça coûte, mais vraiment en 15 secondes, de passer par vos services ? Combien ça coûte de récupérer, on va dire, des données très précieuses sur une carte mémoire? That depends on the size of the card. For a 2 gigabyte card, I charge 89 euros. And for a 4 gigabyte card example, 126 euros. But and for my card, 64 gigabyte, how much would it be? Oh, I must check. Oh, no, Leopold, we don't have time. We are live, we need to finish the show. Approximately. Okay, for 60 gigabyte, so around 500 euros. Voilà, donc vous connaissez maintenant le prix de vos données. Si vous les perdez, vous avez encore peut-être une chance de les récupérer via Léopold, dont vous avez aperçu tout à l'heure le site et l'URL recoverfab.com. Léopold qui est en Allemagne, à Dresde, et que je remercie. Thank you very much, Léopold. Merci beaucoup d'avoir participé à Broadcast Time. Fabrice, nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, jeudi, pour une émission peut-être un petit peu moins catastrophique. Oh, pourquoi pas? Hein? Ça sera le 1er mai. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, on va en reparler. Merci beaucoup de votre fidélité à Broadcast Time. On se retrouve donc jeudi prochain, 11h, 11h30 en direct sur Watch TV. Salut à tous et très bonne journée. Ciao.